Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis. J'espère que vous allez bien. On est sur questions aux sénateurs. Aujourd'hui, on reçoit François Grosdidier. Bonjour François Grosdidier. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Pas trop dépaysé, ça va? Vous êtes à l'aise? Ça change un peu de Public Sénat, mais c'est pas mal, c'est sympa chez vous. Écoutez, tant mieux. Vous avez un verre d'eau, vous avez du café, n'hésitez surtout pas. Bonjour à vous, surtout bienvenue à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour cette 3e édition de Questions aux sénateurs, cette émission qu'on a lancée ensemble avec Public Sénat en cette rentrée pour vous rendre accessibles les sénateurs, pour qu'ils puissent répondre à vos questions et que vous puissiez apprendre à vous connaître, apprendre à les connaître, savoir comment ils fonctionnent, parler de l'actualité avec eux, qu'ils puissent répondre à vos questions, vos interrogations. Et il y en a un paquet des interrogations et des questions en ce moment. Ça vous étonne, François Grosdidier, qui est autant de... Non, parce que ça bouge tout le temps sur le d'heure en heure. Ça bouge beaucoup. François Grosdidier, vous êtes donc notre invité aujourd'hui et vous êtes sénateur de Moselle depuis 2011. Vous avez auparavant une longue carrière. Non, pas parce que je suis vieux, mais c'est parce que j'ai démarré très jeune. Ouais. Vous avez démarré à quel âge? J'ai été conseiller municipal de Metz à 28 ans et j'ai été député à 32 ans. 28 ans, conseiller municipal, député à 32 ans et sénateur à quel âge, si c'est pas indiscret? À 50 ans, tout juste, tout rond. 50 ans. À 50 ans, en quelques mois, je me suis retrouvé sénateur, quinquagénaire et grand-père. Alors du coup, c'est le coup de vieux. Passer d'un versant à l'autre. C'est un peu un cliché aussi, on peut le dire. Oui. Sénateur grand-père, on peut le dire. Bon, d'accord. En tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Voilà, on va passer une heure ensemble avec le chat qui défile là, qui défile aussi sur l'écran que vous avez en face de vous. Moi, il y a des gens qui vont me faire remonter toutes les questions qui vont monter. Il y a quand même déjà eu des questions qu'on a fait remonter sur les réseaux sociaux. La première question que j'ai envie de vous poser, François Grosdidier, vous êtes sénateur. Est-ce que votre personne est sacrée? La fonction, oui, pas la personne. Alors, fonction, oui, ça. parce que, et ça remonte à l'Antiquité, le tribun de la plèbe, c'est-à-dire celui qui pouvait tout dire au nom du peuple, était une personne sacrée dans la démocratie romaine. Et je crois d'ailleurs que Mélenchon, qui a une culture classique importante, a fait appel à ça. C'est pas nous qui sommes sacrés en tant qu'individus et nous ne sommes pas au-dessus des lois. En revanche, nous devons être protégés dans nos fonctions. D'ailleurs, l'immunité parlementaire, elle a été faite pour ça, pour empêcher le pouvoir, d'empêcher les parlementaires de parler au nom du peuple dans les assemblées parlementaires, comme ça pouvait se faire. Vous pouvez l'arrêter arbitrairement, les emmerder pour ne pas qu'il y ait une séance. C'est ça l'immunité parlementaire, c'est pas nous permettre ce qui est interdit aux autres, c'est se protéger dans la fonction. Donc je comprends quand Mélenchon ait dit je suis sacré, c'est ès-qualité de parlementaire et il ne faut pas que la justice doit faire gaffe. C'est-à-dire non pas aux élus en leur permettant des choses qui seraient interdites aux autres, mais de ne pas interférer complètement dans le jeu politique. On l'a vu à la présidentielle avec Fillon, où ils ont complètement accéléré un moment la procédure pour rentrer dans le processus électoral, alors qu'avant, au contraire, quand on approchait du processus, on s'écartait et on reprenait une fois le processus électoral. Est-ce que les élus sont au-dessus des lois? Non. Question est non. En revanche, la justice n'a pas à interférer dans les processus politiques. Et on sait qu'on peut le faire en accélérant des procédures, en instruisant ce qui est normalement couvert par le secret, en transmettant à la presse chaque acte, chaque minute de la procédure. Ça a été fait pour Fillon. Et après, pendant un an, on n'entend plus rien. Voilà. Est-ce que la thèse de Jean-Luc Mélenchon, qu'il défend depuis 2 jours, d'instrumentalisation par le pouvoir du pouvoir judiciaire, de Macron par le pouvoir judiciaire, j'en sais rien. Peut-être que non. Vous avez l'air globalement d'accord avec lui. Mais peut-être que non, peut-être que oui. Moi, je trouve que 100 policiers qui débarquent au siège d'un parti politique et un procureur en gilet pare-balles, ça me paraît surjoué. Alors que peut-être qu'il y a eu des précédents, peut-être que les militants de Mélenchon ont empêché un moment la justice de se faire. J'en sais rien. Donc je vais être extrêmement prudent. Mais pour moi, c'est franchement surjoué. Surjoué de quel côté? C'est surjoué à la fois du côté de Mélenchon et du côté de la justice quand on vient avec 100 policiers, avec un procureur, avec gilet pare-balles. Sauf si effectivement des précédents le justifient. Mais je peux vous dire que pour moi qui était maire d'une zone qui était une zone de non-droit, qui ai vu la faiblesse des moyens de la justice contre les dealers, contre lesquels je demandais des poursuites, contre des trafiquants, on n'arrive jamais à avoir les moyens contre des trafiquants que j'ai vu mobilisés dans des affaires politico-judiciaires. Donc il y a une injustice. Ça me paraît bizarre. Ça vous paraît bizarre. Voilà. Bon, très bien. Mais du coup, il y a quand même pas mal de questions qui tournent autour de la question de l'indépendance de la justice. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, nous, les citoyens, d'une justice aux ordres? Est-ce que le procureur qui a déclenché ça... C'est pas que la question d'une justice aux ordres. Les magistrats sont très indépendants.
beaucoup plus qu'on le croit d'ailleurs pour les procureurs souvent, et totalement pour ce qu'on appelle les juges du siège, c'est-à-dire ceux qui sont dans les tribunaux qui jugent. Moi, j'avais été outré par l'affaire qui n'a aucune suite, par plusieurs affaires. On prend l'affaire d'Outreau. Bon, juge pas sanctionné. Alors parfois des juges qui ont une conscience, certains qui sont à l'origine de débordements, celui de l'affaire du petit Grégory, quoi, on a vu se sont poussés aux extrémités. Eux-mêmes ont été jetés à la vindicte et l'ont très mal vécu, pour aller jusqu'au suicide. Mais en même temps, le système les rend complètement irresponsables. Il n'y a pas de juge sanctionné. Quoi. La réponse de la garde des Sceaux, la suite à l'oubli de la détention, de renouvellement de la détention provisoire d'un djihadiste, je veux dire, nous laisse absolument pantois. Donc la justice qui est toujours prompte à engager la responsabilité des citoyens, la responsabilité des maires, des élus, des chefs d'entreprise, je veux dire, elle n'est jamais responsable de rien et semble avoir un pouvoir absolument souverain et sans frein. Donc parfois des jeunes magistrats ça peut les griser, des magistrats qui ont plus de sagesse ne se laissent en aucun cas griser. Ça vous inquiète en tant que parlementaire? Ça m'inquiète, on n'a pas toujours l'impression, alors c'est pas aux politiques normalement de réguler, c'est risqué parce qu'à ce moment-là on met la justice sous tutelle politique, mais en même temps qu'une profession ne soit livrée qu'à elle-même avec les pouvoirs les plus puissants de la société, alors que tous les humains ne sont que des humains, ça pose un réel problème. Alors ça peut en poser un problème de manipulation politique, mais ça peut poser des problèmes à n'importe quel citoyen. Ça a été le cas d'affaire d'Outreau. Un magistrat part sur une conviction et il bousille la vie de plusieurs dizaines de personnes. Et c'est très pessimiste l'analyse que vous en faites. Il y a Ouffu qui vous demande mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? D'accord, dont acte, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment est-ce qu'on change les choses pour ne pas se retrouver dans ce que vous décrivez? Il faudrait déjà un système de responsabilité. Les juges sont irresponsables. Quoi, je veux dire, c'est un vrai problème, même en cas de faute lourde. Même le Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas suffisamment de... Mais bien sûr, ils sont irresponsables. Il n'y a pas de véritable sanction. Quoi. Et sur les affaires les plus énormes, il n'y a pas. Mais même s'il y avait, c'est en amont, c'est avant que les dégâts soient commis. Alors, il faudrait certainement plus de collégialité, par exemple. Plus en équilibre, mais pour ça, il faut plus de magistrats. Les magistrats ont raison de se plaindre aussi du très faible nombre de magistrats. On a à peu près autant de juges qu'à l'époque de Napoléon. Sauf que la population a plus que doublé et que le nombre d'affaires a décuplé, a même peut-être centuplé. Donc on a une justice qui est saturée, complètement. Donc on est une des nations occidentales qui consacrent le moins de budget à la justice. Donc il faut selon vous en partie davantage de magistrats pour réguler. Il faut davantage de magistrats et davantage de régulation, moins d'excès. Le fait et moins d'idéologie ou de parti pris. Comme quoi par exemple? Écoutez, l'affaire du mur des cons du syndicat de magistrature, c'était absolument fou. Donc on rappelle c'était un syndicat de magistrats. Un syndicat de magistrats qui affichait pas seulement des élus, mais le père d'une jeune fille assassiné et violé, quoi, je veux dire, qui était affiché au bur des cons de la part de syndicats de magistrats. C'est un local syndical. Mais attendez, on nous dit, c'est comme un syndicat étudiant. Non, je suis désolé, les magistrats, c'est pas des étudiants. Ils ont un pouvoir de vie et de mort sociale sur tous les individus. Quoi, je veux dire, on peut pas permettre ça. Quoi, donc je crois que les magistrats eux-mêmes devraient en prendre pleinement conscience. Donc c'est vrai que c'est inquiétant et en même temps c'est avec les magistrats qu'on doit traiter de ces problèmes. On doit pouvoir en parler aussi avec eux. Très souvent quand on va aborder ces problèmes, ils se drapent dans leur dignité de magistrat et considèrent qu'on n'a absolument rien à leur dire, qu'ils sont plus sacrés encore que le tribun de la plèbe. En même temps, dans le genre qui se drape dans son immunité et dans sa respectabilité, Jean-Luc Mélenchon a donné un exemple aussi hier soir. Est-ce qu'on peut discuter aussi de l'inviolabilité de la personne des parlementaires ou est-ce que c'est absolument impossible? Non, mais c'est pas du tout un sujet d'abou. D'ailleurs, il l'est plus. Il l'est plus. D'abord, attendez, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on lève l'immunité parlementaire à peu près systématiquement quand on fait des demandes. Ce qu'on veut pas effectivement, pourquoi elle doit rester parlementaire, c'est pour ne pas empêcher un parlementaire d'exercer ses fonctions de tribun de la plèbe de façon arbitraire. Voilà. Donc c'est la raison d'être, mais ça n'a jamais bloqué une procédure judiciaire, jamais. Très bien. Est-ce que vous pensez que le débat public est
apte à parler de ces sujets-là, ou est-ce que l'actualité va trop vite et les passions sont trop vives? L'actualité va trop vite, c'est sûr, qu'avec les réseaux sociaux, avec l'emballement médiatique, même les chaînes d'infos continues qui plutôt, comme elles ont du temps normalement, puisqu'elles font que de l'info, devraient consacrer de longs reportages à l'approfondissement de certaines questions, la mise en perspective historique, géographique, pour tout ce qui est la géopolitique. On passe en boucle l'actualité immédiate. De façon et on s'emballe. Donc il y a des effets de curé même parfois, il y a des effets, puis après on oublie même les affaires. Donc je trouve que alors la presse écrite a de moins en moins d'importance. La presse hebdomadaire ou mensuelle permettait ce recul et cette mise en perspective, et moins la presse quotidienne. Vous pensez que c'est les médias qui créent cette accélération? Parce que le politique aussi accélère. C'est un phénomène général. Non mais attendez, c'est pas l'un l'autre. On doit regarder ça ensemble. Bien sûr, chacun, bien sûr que les politiques se calent aussi sur les médias. Parce que si on passe pas dans les médias, on n'existe pas. Mais c'est bien les politiques qui plaident l'urgence de l'action, souvent. Non, mais non, attendez, les travaux de fond qu'on peut faire intéressent peu. Regardez, là, quand on fait des commissions d'enquête, c'est toute une partie de la fonction parlementaire qui était très peu connue. Par exemple, l'affaire Benalla. Voilà, par exemple, l'affaire Benalla. Mais on parle d'affaire Benalla. Moi, j'ai participé dans un passé récent à une commission d'enquête sur les pesticides, à une commission d'enquête sur la qualité de l'air, à une commission d'enquête sur Ecotax et Ecomove, à une commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure qui sont en très mauvais état. Et bien, il n'y a jamais eu l'engouement pour cette télé-réalité de Benalla au Sénat. Je crois même qu'il y a eu moins de journalistes au Sénat pour l'élection historique d'un président socialiste en 2011, Jean Biabel, qui en a eu pour l'audition de Benalla. Bon, donc voilà, ça permet... Bon... Parce que l'affaire Benalla était aussi symptomatique du pouvoir d'Emmanuel Macron. On touchait de très très près à l'Élysée. Oui, je ne prends pas la défense des médias. Non, mais il y avait aussi des questions. Non, mais mais que ce soit les médias, les politiques eux-mêmes, et les citoyens eux-mêmes, parce que les citoyens critiquent d'ailleurs autant les politiques que les journalistes, mais eux-mêmes se donnent rarement le temps de l'approfondissement et de la réflexion. Eux-mêmes se comportent très souvent, et je le dis comme ancien maire que j'ai été, comme consommateur de services publics, beaucoup plus que comme citoyen, ayant le maximum d'exigences, ayant de moins en moins la conscience des devoirs, et en étant très capricieux dans leurs choix, y compris dans leurs choix électoraux. Bon, on peut changer ça. On peut essayer de changer ça. En tout cas, merci à vous de nous suivre, parce que c'est le but de cette émission, c'est de vous donner du temps. Justement, on a 1 heure, c'est rare quand même de donner 1 heure à un sénateur pour parler. Merci à vous donc de rejoindre cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions avec François Grosdidier. On est là pour avoir un dialogue ensemble. J'en profite pour remercier Christine Tatex de s'être abonnée. Merci beaucoup à toi. On va parler de la réforme institutionnelle, sujet de fond qui n'attire pas beaucoup les foules médiatiques, mais du coup, on va prendre le temps d'en parler. Emmanuel Macron, et il n'est pas le seul, veut réduire le nombre de parlementaires. Et ça aura un impact sur votre chambre, le Sénat. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce qu'avec moins de parlementaires, on peut faire mieux? Alors, on peut peut-être faire aussi bien avec moins de parlementaires. D'ailleurs, au début de la Ve République, il y en avait moins. Et puis, sur la gauche, on a augmenté le nombre, quand on a fait la proportionnelle en 86, on a augmenté le nombre de députés. Donc forcément, on augmente le nombre de sénateurs, parce que lorsque le Parlement se réunit en congrès, il faut qu'il y ait 60% de députés et 40% de sénateurs. Donc si on augmente ou on baisse une des chambres, il faut que l'autre suive corollairement. Bon, donc on a augmenté, il y en avait moins, ça marchait pas plus mal. En même temps, est-ce qu'il y en a trop? Quand on voit toutes les comparaisons, alors parfois on dit, attendez, on en a vachement moins que les Américains. C'est vrai. Mais la moyenne européenne est à un parlementaire pour 37 150 citoyens. Non, mais c'est Clémentin qui nous a dit ça sur Twitter. 37 000. 37 000. Donc, alors que nous, c'est beaucoup plus. Il y a un député pour 100 000 citoyens et il y a un sénateur pour 200 000. Voilà. Donc on est au-dessus. Et puis surtout, moi, on prend les États-Unis. Mais aux États-Unis, ça n'a pas de sens parce qu'on prend que l'État fédéral. Les États-Unis d'Amérique, qui ont assez peu de compétences. C'est la politique étrangère, quelques grandes lois, mais la plupart des lois sont définies au niveau des États, et chaque État a son Parlement. Oui, même les villes fonctionnent avec un conseil municipal qui est en fait un Parlement, et où chaque conseiller municipal de New York a d'ailleurs plus d'indemnités et de moyens qu'un parlementaire français. Donc ces comparaisons n'ont aucun sens. Moi, je suis voisin de l'Allemagne, comme élu Mosellan. Oui, absolument. Mais en Allemagne, il y a le Parlement
de l'État fédéral, du Bund, donc c'est le Bundestag et le Bundesrat pour le Sénat, mais chaque Land a son propre parlement, comme il a son propre gouvernement. Et dans le Land de Sarre, qui est voisin de la Moselle et qui fait moins d'habitants que la Moselle, moins d'1 million d'habitants, eh bien il y a un parlement. Et des parlementaires à l'échelle du Bund qui sont payés 2 fois plus et qui ont 3 fois plus de moyens de collaborateurs. Donc c'est aussi l'élu local qui parle là. Mais on est vraiment parti sur un faux débat. Okay. Je veux dire, alors après. Alors quel est-il du coup le vrai débat? Alors quand on interroge, il y a un mouvement de contestation de tous les élus, on dit ouais, il faut supprimer un tiers des parlementaires, tout le monde vote oui, mais à la limite on dirait qu'il faut supprimer le Parlement et avoir un président fort. Hein, Est-ce que les gens voteraient oui à ça? Eh bien, je me demande même si on n'aurait pas une majorité de oui. Puis on se retrouverait dans un régime à la Poutine ou à l'Erdogan et on se réveillerait avec la gueule de bois. Voilà. Mais parce qu'on a oublié pourquoi il y a le Parlement. Et on a oublié même pourquoi il y a un Parlement bicaméral. Alors, pourquoi il y a 2 chambres? Rappelez-le nous. Il y a 2 chambres. C'est quoi? C'est un Parlement à 2 chambres. Pourquoi? En France, la première République, c'était une chambre. Ouais. Et qui a viré à la dictature. Ouais. Parce que la dictature, ça peut être le fait d'un homme, mais aussi le fait d'un groupe. Allez, on chauffe entre nous, surenchère, on part dans la même direction et tous les autres, on les élimine. La France a connu ça. Ouais. Et la première démocratie à avoir créé un Sénat, il y avait le Sénat antique, qui était le Parlement, mais c'est la démocratie américaine. Et quand on avait demandé à Washington pourquoi avoir créé un Sénat à côté de la Chambre des représentants, j'ai la tasse, ça tombe bien, c'était un dîner au moment du café. Et on sert à Washington un café bouillant, et puis donc imbuvable. Donc il demande une 2e tasse. Et puis il transvase, immédiatement le café perd sa température et devient buvable. Et il répond, voilà, le Sénat, c'est la 2e tasse. Je ne connaissais pas du tout cette image, mais c'est une très très bonne image, très intéressante. Merci beaucoup François Grosdidier. Je ne sais pas si ça vous fait réfléchir, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que la France pourrait avoir les moyens, pourrait se donner les moyens d'avoir un parlementaire pour à peu près 40 000 habitants? Est-ce que ce serait souhaitable? Ou alors est-ce qu'il faut aller vers une nouvelle décentralisation? Actuellement, on en a 1 pour 100 000 que députés, 1 pour 200 000. Même si on passait à 120 ou 150 000, ce ne serait pas un drame. Le problème, c'est que dans la réforme proposée par Emmanuel Macron, on a à la fois la réduction du nombre et également une liste proportionnelle. Donc l'effet conjugué des deux risque de faire un député pour 200 000 et voir un sénateur par département, si on arrive à le sauver. C'était ce que le Sénat exigeait, mais on n'était même pas sûr d'avoir un sénateur par département. Et dans les gros départements, 1 pour 400 000. À ce moment-là, quel est le problème? C'est pas un problème pour nous, quoi. C'est qu'on aura encore moins de temps. Moi, je suis sénateur, premier interlocuteur des maires. Eh bien, j'ai 730 maires dans mon département. Bon, il faut que j'ai une relation individuelle avec chacun. Bon, si c'est au niveau de la grande région, quoi, je veux dire, ça va être très compliqué. Donc, il ne faut pas que moins de sénateurs et moins de députés fassent qu'on ait plus de mal à avoir le contact avec nos électeurs et avec le terrain, alors même qu'on est très pris au Parlement. Vous avez parlé rapidement des territoires, de leur représentation et de la relation que vous avez avec les maires. Il y a une question qui a été posée par Kylian sur la tutelle de l'État sur les territoires. Il y a des grands débats en ce moment sur la question des maires, sur la question des départements, des régions. On sent que les relations ne sont pas très bonnes avec le gouvernement. Elles sont même très mauvaises. Sont même très mauvaises. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce que la tutelle de l'État est trop forte, selon vous, sur les collectivités? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'histoire de la République? La France est une république jacobine, plus que partout en Europe. Ça veut dire centralisée. Ça veut dire hyper centralisée, où il faut que les règles, les lois, même les petits règlements soient exactement les mêmes partout. Bon, donc c'était comme ça. Et puis, dans les années 80, 82, le mouvement de décentralisation enclenché par François Mitterrand, mais les centristes et quelques libéraux y pensaient déjà, l'avaient souhaité. Donc on sent dans un grand mouvement de décentralisation. Alors c'est quoi? C'est que le département et la région, avant, il y avait des conseils généraux, des conseils régionaux, mais l'exécutif, c'est-à-dire l'équivalent du maire ou du gouvernement, eh bien c'était le préfet. C'était l'État. Voilà, c'était l'État. Bon, on a dit non, désormais c'est le président de département ou le président de région qui sera l'exécutif. Et dans les communes, le maire existait déjà.
il est déjà un peu agent de l'État, il le reste, hein, comme officier d'état civil et comme officier de police judiciaire, mais quand le conseil municipal prenait une décision, il fallait l'accord du préfet pour que la décision soit exécutoire. Donc on a changé de système, on a fait la décentralisation. Et ça a bien fonctionné. Alors il y a peut-être eu quelques abus à droite à gauche, etc., mais moins que dans la sphère de l'État. Bon, donc pendant 30 ans, eh bien, la décentralisation a pu s'opérer à la satisfaction des citoyens. Oui. Quand on dit on dépense trop, mais on dépense le nécessaire. C'est vrai que les départements et régions dépensent 2 fois plus pour les lycées et collèges que l'État ne le faisait à son époque. Mais parce que les départements et les régions font ce qu'ils font, alors que l'État ne fait pas ce qu'il doit dans ce qui lui reste. Il suffit de regarder l'état des palais de justice ou des prisons, ce qui est un scandale absolu. Eh bien, alors qu'est-ce qu'on a? Donc on en est où aujourd'hui, du coup, voilà. Alors, tous ces mouvements-là, on a un système en France où on a le pays est d'abord dirigé par la technostructure avant d'être dirigé par les politiques. C'est ces grands corps de l'État qui ont fait la force de la France il y a 2 siècles et qui aujourd'hui font sa faiblesse et paralysent réellement le terrain. Et on veut d'en haut diriger tout en bas. Et quand je dis d'en haut, c'est-à-dire que même les fonctionnaires de l'État ont très peu d'autonomie sur le terrain. Tout est décidé d'en haut. Et la moindre de leurs décisions ou de leurs gestes professionnels doit être pensé et théorisé en haut avant de redescendre. Et à un moment, ces hauts fonctionnaires ont très mal vécu l'autonomie des collectivités locales. Et ils reprennent en main. Ils reprennent totalement en main. Aujourd'hui, une commune ou une intercommunalité compétente pour l'urbanisme ne peut pas faire son plan local d'urbanisme sans qu'on n'ait pas un fonctionnaire de l'État qui vienne dire non, la zone d'activité, il vaut mieux la mettre là plutôt que là, etc. Et autrement, on bloque. Les départements ont théoriquement une compétence sociale, mais ils ne sont que des agents d'exécution, mais à la lettre près, des politiques sociales décidées par l'État. En matière de formation, par exemple, ça relève des régions, je veux dire, on leur retire le truc. Donc tout est comme ça. Donc effectivement, c'est de la décentralisation bidon. Où les collectivités, les élus locaux sont les agents d'exécution de l'État. Or, une démocratie, qu'elle soit locale ou nationale, c'est quoi? Eh bien, c'est des fonctionnaires qui obéissent à des élus et des élus qui rendent des comptes au peuple. C'est ça la démocratie. Donc, y compris au niveau local. Et chez nous, c'est plutôt une technocratie qu'une démocratie, et une technocratie à peine tempérée par la démocratie, et de moins en moins tempérée. Il y a Clémentin d'ailleurs qui a posé une question sur cette phrase-là que vous venez de prononcer sur la technostructure qui dirige nos politiques, et il demande mais quand les technos et les politiques viennent des mêmes réseaux, du même parcours, Sciences Po, l'ENA, HEC, quelle différence au final? Est-ce que la caste politique et la caste techno n'est pas en fait la même? Mais non, mais vous regardez, regardez qui compose. Il y a finalement assez peu de techno, contrairement à ce qu'on pense. Le problème, c'est que c'est souvent pas les élus qui ont le pouvoir. Moi, quand j'étais tout jeune député, je me souviens, d'abord, j'ai été très déçu. Parce que non seulement la technostructure est omniprésente, l'exécutif est fort, De Gaulle l'avait voulu, mais à l'époque, l'État n'était pas aussi tentaculaire dans tous les domaines de la vie sociale. Et puis il fallait sortir avec la République, là où l'exécutif était instable et changeait tous les mois. Bon, donc on a aujourd'hui un État tentaculaire tenu par une technostructure, et je me souviens m'être battu des nuits entières pour arracher quelques amendements, c'était en faveur des communes minières, j'étais tout content, puis j'ai vu que 3 mois après, les décrets d'application avaient enlevé toute la portée de mes amendements. Je dis merde, c'est pas député que j'aurais dû faire pour avoir le pouvoir, c'est conseiller dans un ministère. Voilà. Et alors au Sénat, on est heureusement beaucoup plus libre. À l'Assemblée, on est le doigt sur la couture du pantalon. Quand on est de la majorité. Voilà. Quand on est de la majorité, on vote comme veut le gouvernement. Quand on est dans l'opposition, on vote contre, même si on trouve que le texte est bon. Et il n'y a aucun amendement qui passe sans l'avis préalable du gouvernement. Alors qu'au Sénat, c'est la liberté totale par rapport à ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vous propose qu'on parle du remaniement, parce que ça aussi, ça a fait l'actualité ces derniers jours. On a vu du mouvement au gouvernement ces derniers jours. Le gouvernement qui a été annoncé hier, donc sa nouvelle composition, après 10 jours d'attente. Comment vous l'avez vécu, cette attente ? L'attente, je l'ai vécue un peu mal parce que moi, je me mettais à la place des policiers et des gendarmes. J'ai beaucoup travaillé sur leurs conditions ces derniers mois. Oui, et pas avoir de ministre, franchement, alors qu'ils ont déjà le moral dans les chaussettes, c'était pas de nature à leur rehausser le moral. Donc, je voulais qu'on en sorte. Donc, on en est sorti, on a mis beaucoup de temps. Puis, je trouve que le résultat, au bout du compte, est un peu décevant.
Pour les policiers et les gendarmes? Oui. Bon, on va parler de Christophe Castaner. Alors Christophe Castaner qui s'est fait remarquer hier au Sénat à l'occasion d'une question au gouvernement qui a provoqué une réponse du nouveau ministre de l'Intérieur qui a provoqué le départ des sénateurs des Républicains dont vous. Ouais, alors c'est absolument exceptionnel. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Attendez, c'est absolument exceptionnel parce que moi je ne supportais plus à l'Assemblée nationale le jeu de cirque souvent, où quelle que soit la majorité, allez, tous les 15 jours ou tous les mois, il y avait un esclandre et l'opposition partait, et souvent pour des raisons dérisoires. Mais là, donc je suis sénateur depuis 2011, c'est la première fois que je le vois. C'est la première fois et je ne l'avais jamais vu, et il fallait vraiment que le ministre de l'Intérieur pousse le bouchon loin pour provoquer cette réaction qui était complètement normale de la part des sénateurs. On rappelle donc que c'est votre collègue Philippe Dallier qui a posé une question sur les rixes entre mineurs. Et qui a provoqué la mort d'un gamin de 12 ans. Il y a un enfant qui est mort, question posée au ministre de l'Intérieur. Gravement et pas de façon polémique, mais qui simplement, lorsqu'il entend dire, le ministre, qu'il va se rendre en Seine-Saint-Denis, il lui dit, mais attendez, arrêtez, des visites ministérielles, on en a toutes les semaines, c'est pas ce qu'on demande. On demande depuis longtemps, et sans faire le procès gouvernement actuel, qu'on remette les moyens de l'État de droit dans les zones de non-droit. Il se fait renvoyer par le ministre de l'Intérieur, qui en plus explique que le communiste, lui, a bien posé la question, alors que le républicain l'a mal posé. C'était complètement déplacé par rapport au sujet, et complètement déplacé dans cette Assemblée. Castaner, manifestement, n'a pas compris que c'était le Sénat et pas l'Assemblée nationale. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur, chef de parti, un peu chef de clan quand même, il paraît qu'il est très bon camarade avec les siens, il est plus mauvais avec les autres, et qui est un des ministres avec celui de la justice qui doit garantir l'état de droit, qui n'était pas forcément celui que les policiers attendaient. Moi, je m'attendais soit à un ministre plutôt issu de la droite, ce qui d'ailleurs nous aurait mangé de l'espace politique. On va en parler. Voilà, ou alors à un flic comme Fauvergue, un vrai pro reconnu. Ils avaient même dans leurs ressources humaines moyens. Voilà. Pechnard est pas en marche, mais en marche, Fauvergue, par exemple, avait parfaitement le profil. D'accord. Avant qu'on parle un peu de la composition de ce gouvernement et de certains de ses profils, pour certains surprenants, est-ce que vous pensez qu'il y a une crise au sommet de l'État, comme beaucoup d'observateurs l'ont dit, notamment dans l'opposition, avec cette attente, cette incapacité à composer un nouveau gouvernement pendant plus de 10 jours? Oui, non, il y a quand même eu un problème. Il y a quand même eu un problème. Qui est caractéristique de quoi? C'est Emmanuel Macron le problème? Oui, y a des gens, comme vous disiez, Emmanuel Macron a énormément déçu, y compris chez ceux qui avaient porté des espoirs, parce que le Parti socialiste et les Républicains avaient totalement déçu. Si Macron a gagné, c'est pas seulement parce qu'il était bon, c'est parce qu'on a été mauvais et qu'on s'est tiré des balles dans le pied. Donc il portait des espoirs chez ceux qui l'avaient enthousiasmé dès le départ, mais aussi chez ceux qui avaient voté pour lui au deuxième tour et qui ne le préjugeaient pas, qui attendaient de voir et qui ont été extrêmement déçus. Il parlait de libérer les énergies dans le pays, et on a un carcan technocratique plus fort que jamais. On a un président qui n'est pas à l'écoute. On n'a pas le sentiment d'ailleurs que le Premier ministre ait eu grand-chose à dire sur la composition du nouveau gouvernement. Donc effectivement, ça crée la déception, et il a fait complètement tomber l'enthousiasme de certains. Donc il a eu plus de mal à recruter pour son gouvernement, et on le sent d'ailleurs lui-même très, très hésitant aujourd'hui. Vous l'avez vu hier dans son intervention en vidéo, donc aux 20h. Comment vous l'avez trouvé, le président? C'était un peu bizarre, parce qu'il y avait une immense solennité, un peu comme s'il annonçait une déclaration de guerre ou une dissolution d'Assemblée nationale, un truc grave. Et en fait, c'est simplement pour nous dire, je vous reparle. Parle aux Français. Parce qu'en fait, il n'a rien dit d'autre. Il a dit effectivement, j'ai pu déconner, mais enfin, j'ai les défauts de mes qualités. Et puis, pour le reste, vous m'avez élu pour ça, je vais continuer. C'est ça le message. Pas de changement de cap, c'est ce qu'il a dit. C'est ça le message en 12 minutes. Alors autant de tonalité. Et ce qui m'a surpris en plus, quand on est un peu pro de la communication, c'est de la solennité, mais un peu improvisée. L'éclairage n'était pas bon, les notes étaient gribouillées, voilà. Donc, très très improvisé. Est-ce qu'il faut supprimer le poste de Premier ministre, comme le recommande François Hollande? C'est Ouffu qui vous demande ça. On peut se poser la question, mais elle se pose depuis longtemps. Là, c'est pas lié à Emmanuel Macron. Non, mais souvenez-vous que déjà, Fillon, avant d'être Premier ministre, avait théorisé sur l'effacement du Premier ministre. Et d'ailleurs, il a assez mal vécu son effacement, et il l'a vécu avec beaucoup de stoïcisme. Mais le problème se pose depuis le quinquennat.
Ouais. C'est-à-dire qu'on avait avant le président élu pour 7 ans, puis quand c'était De Gaulle, il semblait en tout cas, il paraissait au-dessus de tout, hein, et puis on avait à la besogne le gouvernement et en premier lieu le Premier ministre. Bon, après le système posait problème parce que comme les Français zappent tout le temps, contrairement aux Allemands, aux Anglais, eh bien non, on n'avait pas seulement des mandats de 5 ans, mais 5 ans plus 2 plus 5 plus 2. C'est vrai. Hein, voilà. Et la cohabitation, on perdait notre temps. Bon, donc on s'est dit, c'était pas forcément des Chirac, on fait 5 ans, c'est dans l'air du temps les mandats plus courts, et puis en plus on évitera la cohabitation. Sauf qu'à ce moment-là, on fait quoi? On élit le président, derrière on élit l'Assemblée qui est encore plus conforme au président, et c'est normal, les Français se déjugent pas 2 mois plus tard. Bon, donc on a une Assemblée encore plus aux ordres, et qui doit sa légitimité au président de la République. Absolument. Donc le Premier ministre, là-dessus, il n'est pas le produit d'une majorité parlementaire et d'un processus démocratique autre que celui d'élection présidentielle. Donc il est effectivement... Est-ce que vous disiez pareil à l'époque de Nicolas Sarkozy et de François Fillon? Parce que j'ai un peu l'impression que c'est pareil. Hein, mais oui, mais attendez, c'est pas le problème de personne, c'est un problème institutionnel. Aujourd'hui, le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Alors, en fait, le Premier ministre, on pourrait l'appeler vice-président, sauf qu'il n'est pas élu, il est que le président de la République soit responsable devant le Parlement, alors? Oui, ça pose ce problème-là. Ça pose ce problème-là. Et c'est quelque chose que vous serez prêt à défendre dans la réforme institutionnelle? Mais le problème, c'est qu'on a besoin d'un chef d'État garant des institutions, qui ne puisse pas être renversé pour la stabilité des institutions. Donc ça pose un problème. C'est inextricable. On a effectivement ce problème. On n'est pas aux États-Unis où il y a une séparation rigide des pouvoirs. Hein, donc on voit le Parlement, ils sont à un moment obligés de s'entendre, sinon les fonctionnaires ne sont même pas payés, quand le budget n'est pas voté. Mais en plus, on n'est que dans un État fédéral. C'est-à-dire on n'est pas dans un État qui s'occupe de tout aux États-Unis. L'essentiel de la vie des Américains dépend de l'État fédéré, donc d'un des 50 États des États-Unis. D'accord. Mais on a aujourd'hui ce problème. Alors si le président, moi j'hésite à dire le président doit être responsable parce qu'on a besoin de stabilité, il est aussi le garant des institutions, il est aussi celui qui déclenche le feu nucléaire qui a besoin. Donc est-ce qu'il doit être fragilisé en étant exposé aux poursuites judiciaires? Quand on pose le problème de l'immunité, n'importe qui va porter plainte, diffamation contre lui pour le mettre en examen, automatiquement, est-ce qu'il doit être responsable devant le Parlement et finalement, parce que le MoDem déciderait de quitter, il y a un peu un putsch, le garant des institutions n'est plus en place, faut y réfléchir à 2 fois. Autant de questions qui sont ouvertes et qui donc vont être passionnantes à partir de janvier prochain, parce que je rappelle que c'est en janvier prochain que commence l'examen, que sauf s'il est reporté à nouveau. Sauf s'il est reporté à nouveau, sauf Benalla 2, on verra bien. Ok. On revient sur le remaniement. Franck Riester aussi a fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de la Culture. Franck Riester qui était chef de file du groupe Agir, ex-UMP. Est-ce que vous parliez d'espace politique tout à l'heure? Est-ce qu'on n'est pas en train de grignoter du côté des jupéistes? Est-ce qu'il n'y a pas un ralliement vers En Marche? Un peu, et puis là, les gens d'Agir s'étaient fait un peu rappeler quand même au souvenir du président de la République en menaçant de faire leur propre liste aux élections européennes. Donc déjà là, ça élimine une liste spécifiquement aux élections européennes. Alors il a un peu ouvert il a beaucoup ouvert sur le MoDem. Ouais. Il a verrouillé avec En Marche, en confiant au patron d'En Marche le ministère de l'Intérieur. Verrouillage, il n'y a pas mieux. Et puis là, il a donné un os à Agir pour qu'il fasse pas de européenne. C'est de l'habilité électorale. Oui. Alors, donc Franck Riester peut être un bon ministre de la Culture, il connaît très bien ces sujets, et notamment les sujets des médias. Mais c'est pas un peu une ouverture aussi de la part d'Emmanuel Macron de dire je vous ai entendu Ouais, mais mais la culture est importante, mais malgré tout, le ministère de la Culture est anecdotique. Les sujets importants, c'est l'économie. Et c'est le régalien aujourd'hui. L'économie, c'est un ancien de vos rangs aussi. Oui, et le régalien. Et sur le régalien, où il est relativement faible, je n'ai pas l'impression qu'il ait fait les choix les plus forts. Ok, très bien. Comment réconcilier les citoyens avec les politiques? C'est une grande question qui vous est posée par Zéphyr. Comment on fait? Vous avez parlé tout à l'heure des citoyens par rapport à l'actualité qui font des procès un peu rapides aux politiques, qui ne prennent pas le temps de se plonger dans les dossiers. Comment on fait, François Grosdidier, pour réconcilier les citoyens et les politiques? C'est des deux côtés. Je suis de ceux qui sont absolument outrés par la campagne lancée par les marcheurs ou les macronistes sur Balance ton maire. Parce que les maires sont des citoyens comme il risque de ne plus y en avoir dans 1 ou 2 générations. Dire des mecs qui, pour quelques centaines d'euros par mois, pour moins que le SMIC polonais, passent tous leurs loisirs
et l'essentiel de leur vie, souvent au préjudice de leur profession quand ils ne sont pas retraités, à être corvéables à merci au service de leurs concitoyens. Voilà. Et et ça, souvent, nos propres concitoyens qui sont souvent dans un repli individualiste, n'en ont même pas idée parce qu'ils ne le feraient pas eux-mêmes. Et critiquent. En même temps, et c'est normal, le système étatique est ainsi fait qu'on parle des trains qui partent pas à l'heure, pas de ceux qui partent à l'heure, de tout ce qui dysfonctionne, forcément. On est aussi dans un système où très souvent, je ne parle pas pour les maires, bien que les maires ont de moins en moins de pouvoir aujourd'hui, c'est en grande partie confisqué par une technostructure intercommunale ou étatique qui encadre et qui enterre, mais on est dans un système là qui devient détestable, qui a un grand risque tant au niveau local qu'au niveau national européen, où, à cause du phénomène technocratique, ceux qui ont le pouvoir vrai n'ont pas de compte à rendre, et ceux qui ont des comptes à rendre, qui sont les élus, n'ont plus le pouvoir. Donc ils se font taper. On dit, attendez, il y a tel problème, vous ne le traitez pas, ouais, mais j'ai plus les moyens. Et donc on comprend là la défiance des citoyens. J'ai un problème, vous ne pouvez pas me le régler. Donc ça revient à ce que vous disiez précédemment il y a quelques dizaines de minutes sur plaider pour plus de pouvoir au niveau local. Plus de pouvoir au niveau local. Moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Normalement l'Europe doit être construite là-dessus. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que tous les problèmes doivent être réglés au plus près du terrain et qu'on monte de niveau que si le problème ou sa solution l'exige. Voilà. Et c'est pas une vision jacobine, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Bon, et il faut revenir à ça, je crois, et à ce moment-là, les citoyens pourront retrouver de la confiance en des élus qui ont le pouvoir de régler des problèmes, à condition aussi que les citoyens veulent bien considérer les problèmes pas uniquement sous l'angle individualiste ou corporatiste. Je reviens sur vos mandats d'élu local. Vous avez pris une décision qui a beaucoup fait parler d'elle quand vous étiez maire. Vous avez fait aider la construction d'une salle de prière pour les musulmans sur des fonds publics. Ouais. Je rappelle que ce n'est pas possible en France, mais c'est possible en Moselle, comme en Alsace. Il y a une exception à la laïcité. Oui, parce que c'est le droit local d'Alsace-Moselle c'est-à-dire qu'au moment où la loi de 1905 a été votée, nous étions allemands et lorsque nous avons été réintégrés dans la République en 18, on nous a permis de garder toutes les lois qu'on jugeait plus avantageuses. Donc c'est la sécurité sociale, le droit des associations, le droit notarial, le droit de la chasse. Et il y a aussi en matière de religion, fait que la loi de 1905 ne s'applique pas et qu'en Alsace-Moselle, eh bien, les collectivités locales entretiennent les lieux de culte et que l'État salarie les ministres du culte, protestants, catholiques et juifs. Mais donc près d'un siècle après cette loi, vous avez pris la décision en tant que maire de subventionner le culte musulman. Moi j'arrive maire d'une ville. C'était une parfaite zone de non-droit parce que c'était la ville de Metz, quelques décennies plus tôt, avait créé ses UP sur le territoire de cette ville. Bon, ville 70% de logements sociaux, plus de la moitié de la population d'ailleurs d'origine, de culture ou de religion musulmane, et puis une zone à l'abandon, la police n'y rentrait plus, c'est pas fait de zone de non-droit. Donc je décide de remettre de l'ordre. Je fais une police municipale qui était unique en France à l'époque parce que, travaillant comme une BAC, donc il fallait l'inventer. Aujourd'hui, on a beaucoup progressé dans la professionnalisation des polices municipales, mais c'était pas le cas au tout début des années 2000. Donc je décide de remettre de l'ordre. Je construis même un hôtel de police commun, police nationale, police municipale, pour que les deux travaillent bien ensemble. Et j'ai le problème de musulmans qui prient dans la rue. Parce qu'ils ont une salle de quelques dizaines de mètres carrés où on tient 40, alors qu'ils sont entre 100 et 1000, 1000 au moment de l'Aïd el-Fitr ou d'Aïd el-Kébir, et ils prient dans la rue non par provocation, mais parce qu'ils n'ont pas de salle. Alors on me dit, ils doivent la payer. Ouais, ben, sauf que ceux qui gagnent honnêtement leur vie n'ont absolument pas les moyens. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, si j'interdis le culte, et bien à ce moment-là, je viole une liberté constitutionnelle. La laïcité, c'est pas l'hostilité aux religions, c'est la liberté de croire et la liberté de pratiquer le culte de son choix, garanti par l'État, sans l'imposer aux autres. Mais c'est la possibilité de le faire. Bon, voilà, je me dis quoi? Dans l'urgence, j'aurais filé tous les vendredis une salle où on tient une centaine, et puis on pique des grandes fêtes, le gymnase, qui n'est pas fait pour ça. Et après, effectivement, il n'y avait pas de solution. J'ai fait construire sur deniers publics une salle de culte dans une mosquée. Une mosquée, c'est une salle de prière musulmane. C'est iconoclaste à droite. Complètement. Quand vous dites ça à Laurent Wauquiez, quand vous lui dites cette décision pragmatique que j'ai prise, mais je lui explique que j'ai été on m'a accusé aussi d'être le maire le plus répressif. Parce que j'ai effectivement pratiqué la tolérance zéro contre toutes les incivilités ou actes de délinquance. Mais on peut être ferme que si on est juste.
Et si on veut être très dur pour imposer à chacun le respect des devoirs, il faut aussi assurer une égalité effective des droits. Et les droits, c'est le droit de pratiquer son culte, c'est le droit d'accès au logement, à l'emploi. Donc j'ai lancé des plans de lutte contre discrimination qui parfois sont exagérés de la part des victimes ou de minorités, mais qui sont tout de même une réalité quand on regarde les choses objectivement. Donc à chaque fois, je dis, j'ai été ferme et j'ai été juste. Alors je pense qu'au plan national, il n'y a pas besoin d'utiliser les ressources du droit local que j'ai utilisé. À un moment, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne faut pas autoriser les collectivités à aider quand il y a une carence de l'offre privée? Pourquoi ça il y a une carence de l'offre privée. S'il y a une carence de l'offre privée, eh bien, une commune peut même ouvrir un bistrot. Alors pourquoi ils ne pourraient pas faire une salle de culte? Donc c'est la question que je me suis posée à un moment. Moi je pense aujourd'hui, en ayant beaucoup travaillé avec les collègues sénateurs sur la question de l'islam, et pour ne pas changer la loi de 1905 dans aucun de ses détails, il ne s'agissait pas de changer dans ses principes, mais peut-être de l'adapter dans les modalités, je pense qu'on n'a pas besoin de faire, mais que la communauté musulmane peut prendre exemple sur la communauté israélite, et qu'en ayant une redevance de droit privé sur l'abattage halal, comme ça existe chez les juifs avec la cacheroute, eh bien il y aurait le moyen de financer des lieux de culte. Alors, c'est un enjeu, c'est pas que pour les musulmans, c'est un enjeu pour la République parce qu'il faut que s'organise la question d'un islam de France. Alors, un islam de France, c'est pas un islam institutionnalisé sous contrôle de l'État. C'est simplement que même tous les grands courants de l'islam reconnaissent que l'islam, c'est un message originel, mais qui doit être contextualisé dans l'espace et dans le temps, dans l'époque et dans la société. Il n'y a que les salafistes qui refusent ça. Mais ceux-là doivent être combattus. Mais pour tous les autres, pour contextualiser, ils ont besoin à la fois d'une organisation et de sources d'inspiration et de prédiction qui manquent dans la société française. Donc c'est ce qu'il faut organiser. Ça ne se règle pas en 2 ou 3 slogans. On a une question qui vous est posée de la part de Tché. Ne pensez-vous pas que l'exception législative de l'Alsace-Moselle est anachronique et injuste aujourd'hui? Alors je dirais non, parce qu'elle est bien vécue, elle n'enlève rien à ce qu'on appelle chez nous les Français de l'intérieur, et on peut comprendre qu'on peut partager les Français de l'intérieur, c'est de la façon dont les Alsaciens mosellans appellent tous les autres Français, c'est la France de l'intérieur. Bon, on peut comprendre d'abord ce qui est vécu comme à tort ou à raison comme un avantage. Ce ne sera peut-être pas le cas dans quelques décennies. Pourquoi est-ce qu'on enlèverait? Est-ce que ça fait offense aux autres d'avoir autre chose? Et je crois qu'on doit en sortir avec une vision ultra-jacobine, qui est d'ailleurs une exclusivité française dans le monde. Vous avez chez nos voisins allemands, chez les voisins italiens, c'est pas exactement les mêmes règles qui s'appliquent partout. Pourquoi est-ce que même la règle des 80 km/h doit s'appliquer sur tout le territoire exactement de la même façon? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé aux départements, qui connaissent parfaitement leur réseau départemental, le soin d'apprécier? Vous savez qu'avant qu'on impose les 80, un département n'avait pas le droit de limiter à 80. C'était 90 ou 70. Comme une commune peut ne pas limiter à 40. Moi, je voulais limiter à 40 dans ma ville. C'était 50 ou 30. On me dit non, l'État vous interdit de faire 40. Alors qu'il y a des voies où, pour moi, il fallait faire 40. Mais bon sang qu'on foute la paix au territoire et aux élus et qu'on laisse les élus en contact avec les citoyens, décider de ce qui est bon. Donc, je suis pour qu'il y ait beaucoup plus d'autonomie, de liberté pour régler les problèmes. Ça ne risque pas de dissoudre l'identité française, la culture française? Mais non. Je dis ça parce que certains de vos collègues le disent. Il y a la langue, il y a la culture. Franchement, c'est qu'on serait vachement faible si on risquait d'être dissous simplement parce que, pensez même la réglementation thermique des bâtiments. Ouais. C'est la même à Mout, là où il fait un froid comme en Sibérie, et à Bonifacio. Je ne savais pas. Bon, attendez, on peut peut-être laisser aux régions le soin de déterminer la réglementation thermique. Sans doute. Je vous propose, c'est une très très belle transition, je propose qu'on parle d'environnement pour terminer, il nous reste encore un peu de temps. Vous êtes sensible à la question de l'environnement, une grande partie de votre carrière. Vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où ça vient, cette sensibilité que vous avez Ça vient à la fois de mon éducation, de l'enfance, où j'étais sensibilisé à la biodiversité, où je pratiquais plutôt la chasse photographique que la chasse classique. Ça vient d'un long compagnonnage avec Jean-Marie Pelt, le botaniste, qui est originaire de ma ville, Metz, et qui m'a sensibilisé très tôt. Ça vient aussi de la conviction que, à la limite, si on est conservateur au bon sens du terme, puisque dans la famille politique, de plus en plus, c'est conservateur, eh bien, on a la responsabilité par-dessus tout de transmettre, on fait que passer sur cette terre, donc de transmettre aux générations futures au moins ce que nous ont légué nos parents, et si possible mieux.
et que la biodiversité, ça fait partie d'un patrimoine, comme un patrimoine historique, comme notre patrimoine démocratique que nous devons préserver et léguer. Et je crois que c'est une responsabilité encore plus importante que toutes les autres. Qu'est-ce que ça vous fait du coup de voir la nouvelle ministre nommée auprès de François de Rugy, Emmanuelle Wargon, qui est considérée comme l'ancienne lobbyiste au groupe Danone qui pollue beaucoup? J'ai été beaucoup gêné dans toutes les familles politiques, dans la mienne, comme également à gauche, comme chez les macronistes, de cette forme de consanguinité. Moi, je me souviens d'avoir réagi très fortement contre mon groupe, c'était l'UMP à l'époque, dans le cadre de la mission d'information à l'Assemblée nationale sur les OGM, non pas parce que j'avais une opinion prédéterminée, j'étais ni pour ni contre pour des raisons idéologiques, mais c'est parce que je sentais bien que le travail parlementaire était guidé par des lobbies. Ça, il faut absolument sortir. C'est la question que j'allais vous poser, c'est la question qu'a posée Nicolas Hulot en démissionnant à la matinale de France Inter. Qui gouverne la France aujourd'hui? Mais cette question se pose effectivement, et les lobbies n'imprègnent pas seulement les politiques, qui sont toujours un peu les boucs émissaires, mais imprègnent beaucoup plus sûrement la technostructure. D'ailleurs, souvent dans les grands groupes, dans notre économie mixte en plus française, c'est aussi une spécificité française. À la limite, le jeu des lobbies existe dans le monde anglo-saxon, mais c'est beaucoup plus clair et le public et le privé sont plus séparés, ou quand ils se mêlent, c'est public. Chez nous, c'est beaucoup plus vicelard. C'est les connivences, quoi. On ne peut pas parler. Qui traite aujourd'hui de l'énergie? Ce sera les mêmes X qui sont dans l'administration et à EDF. Les transports, même chose entre la SNCF et le ministère des Transports. On peut prendre à peu près tous les sujets. Effectivement, on a une trop forte consanguinité. Comment est-ce que vous voyez la création chez vos collègues députés d'un collectif de parlementaires transpartisans sur la question de l'environnement? Ça a été annoncé il y a quelques jours seulement. C'est une initiative que vous trouvez intéressante? Je la vois d'un bon œil, tout à fait. Ça pourrait être répliqué au Sénat? Ça pourrait s'appliquer au Sénat. Cette idée de dire qu'au-delà de nos divergences politiques, le climat c'est trop important, faisons fi de nos étiquettes et de nos écoles de pensée. Bien sûr, ça peut être intéressant. En même temps, il faut que la pensée environnementale imprègne chaque famille. On n'a pas forcément la même approche. Il y a une approche très étatiste, il y a une approche anticapitaliste. La mienne, à la limite, est plus libérale. Alors, il y a une question de Tché là-dessus. C'est quoi une écologie de droite pour vous? Expliquez-moi. C'est une écologie qui ne consiste pas, comme sera la méthode d'inspiration marxiste ou même socialiste, à vouloir systématiquement entraver l'action des personnes et les punir pour leur imposer un comportement plus vertueux, mais c'est dire, par exemple, on est dans une économie de marché, c'est une réalité. Même ceux qui ont voulu en sortir, veut dire, n'y arrivent pas, et les quelques pays comme la Corée du Nord, qui sont en dehors de cette économie de marché, le subissent douloureusement, et à Cuba, c'est eux qui aimeraient en sortir, et c'est les Américains qui maintiennent les portes fermées. Eh bien, dans une économie de marché, il faut absolument qu'on fasse entrer les coûts environnementaux. Ce qui décide, c'est le consommateur, qui se décide un peu parce qu'il est éduqué, parce qu'il a une conscience, mais qui se décide d'abord en fonction du prix. Donc il faut qu'on rentre dans le prix le coût environnemental. C'est l'idée de toute la fiscalité écologique, dont Ségolène Royal, à propos des taxes poids lourds, a dit à tort qu'elle était punitive, alors qu'elle était incitative. Il faut que le transport paye son vrai prix. Ce qui s'est passé avec les taxes poids lourds après la révolte des Bretons est complètement folle. Qu'est-ce qu'on a eu en Bretagne? On élève trop de cochons qui créent de la pollution et des algues vertes. Et on ne les abat pas, on ne les transforme pas. Tout fout le camp. En Allemagne de l'Est ou en Pologne, où on va abattre les cochons en les transportant dans les pires conditions. Après, ça repart en Italie ou en Espagne pour faire de la charcuterie fine, qui vont venir dans nos hypermarchés, y compris à Rennes, sous cette forme. C'est absurde. Donc, et devant la révolte des bonnets rouges, on a abandonné l'écotaxe poids lourds, alors que justement, en intégrant le coût du transport, on se serait dit, finalement, même si la main-d'œuvre est un peu plus chère, comme le transport coûte, c'est plus intéressant d'abattre, de transformer, de conditionner en Bretagne et de faire un peu moins de porc, mais de garder la valeur ajoutée en Bretagne. Voilà. Et donc, on doit repenser circuits plus courts. Les circuits longs, on ne les évitera pas sur la production automobile, sur les smartphones ou sur d'autres choses. Mais par contre, pour tout ce qui est production alimentaire ou d'autres choses, il faut repenser le système et faire payer le vrai coût environnemental. Et je crois à la liberté, mais je crois que la liberté a un corollaire qui est la responsabilité. Et trop souvent, on ne l'a pas fait jouer. Je crois aussi au principe du pollueur-payeur, au nom du principe de responsabilité. Or, parfois, dans ma famille politique, je regrette, on est libéral sur les bénéfices, mais on socialise volontiers les risques.
et les coûts environnementaux. Et bien, moi, je suis pour la liberté avec un corollaire qui est la responsabilité. On va arriver à la fin de cette émission. C'est le moment pour vous de poser vos questions directement à François Grosdidier. Vous avez vu, ça passe vite, on ne se rend pas compte, mais c'est parce qu'on papote et on a quand même parlé de beaucoup de choses. Donc allez-y, posez vos questions à François Grosdidier. On va essayer de faire des questions courtes, des réponses courtes et aller un peu droit au but. Moi, j'ai une dernière question que j'ai envie de vous poser parce que là, ça fait 1 heure qu'on papote. Vous êtes écologiste, vous êtes décentralisateur, vous êtes ouvert aux musulmans. Qu'est-ce que vous foutez à droite ? Parce que je crois à la liberté, parce que je crois à la responsabilité, je crois aussi à l'autorité, au respect du droit et des devoirs, et pour moi ce sont des valeurs qui sont plutôt de droite, et certainement pas d'extrême droite. D'accord. À ça, le cordon sanitaire, vous y tenez ? Absolument. D'accord. Pas de rapprochement avec Marine Le Pen ? Aucun. Que pensez-vous de la croissance zéro ? Alors, question courte, réponse courte. Non, j'y crois pas. Je ne crois pas que l'homme, dans sa marche en avant, puisse s'arrêter. Je crois à la croissance autrement. On peut avoir des croissances qui sont moins polluantes, qui soient du développement durable. Mais je ne crois pas au concept de croissance zéro. Quel est votre prochain combat, votre avenir ? C'est Zéphyr qui vous demande. Le prochain, parce que là, disons que vous en avez mené des combats entre l'environnement, la question de l'islam. C'est quoi l'avenir pour vous au Sénat ? Vous allez vouloir porter quoi comme... Pour l'instant, je suis plutôt en charge des questions de sécurité. Je m'en occupe beaucoup au sein de mon groupe, au sein de la commission des lois. Je trouve que ce gouvernement est extrêmement faible là-dessus, ne résout pas les problèmes. Et c'est très important que les citoyens, dans un état de droit, retrouvent le sentiment de sécurité. Parce que quand le sentiment d'insécurité se développe, c'est là qu'il s'offre aux populistes. D'accord. Que faire face à l'épidémie de grippe porcine en Moselle, Belgique et Luxembourg ? J'étais même pas au courant, moi, je vous avoue. Mais... Non, il y a différentes techniques. Il y a effectivement l'abattage, il y a la vaccination, il y a tout ça à faire. On a une prolifération des sangliers, pas simplement parce qu'on chasse pas assez, mais parce qu'aussi... On tire sur les cyclistes. On les nourrit trop, quoi. On importe parfois, d'ailleurs, des sangliers beaucoup plus résistants d'Europe de l'Est. Donc il faudrait régler ça, et je crois aussi qu'il faudrait vacciner. Pour les élections européennes, plutôt ligne Wauquiez ou ligne Juppé ? C'est trop réducteur comme question, non ? Attends, je crois que chez les Républicains, de Wauquiez à Juppé, tout le monde veut l'Europe. On ne veut surtout pas la défaire, comme le veulent les populistes. Mais on sait très bien que l'Europe est trop technocratique et qu'elle doit se réformer très profondément. On en revient tout en discussion sur la technostructure. Donc l'Europe telle qu'elle va ne va pas. Voilà, donc il faut réformer l'Europe, mais il faut absolument préserver l'Europe. Et pour moi, qui suis un élu mosellan, je peux vous dire que mes grands-parents ont connu la guerre, ont connu l'annexion, ont connu plein de choses que je n'ai pas connues, que mes enfants n'ont pas connues, et c'est notre bien le plus précieux. C'est quoi votre rapport au numérique ? Vu qu'on est ici sur une web TV, on est entièrement sur Internet, il n'y a rien à la télévision. Vous pensez que le numérique est un bienfait ? Vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux et du... Mais c'est pas un bienfait ou autre chose, quoi. Je veux dire, c'est une évolution d'abord qui est extraordinaire sur le plan de la diffusion de la connaissance. C'est la plus grande révolution après Gutenberg et l'invention d'imprimerie. Un imprimerie, ça avait quand même permis de diffuser les livres. On ne pouvait pas avant. Le savoir et la connaissance partout en Europe. C'était extraordinaire. Et depuis aujourd'hui, moi, je vois quand j'étais gamin que j'allais à la bibliothèque, j'avais mon encyclopédie de tout l'univers qui était ma mine de tout. Les gamins aujourd'hui, comme nous tous, on va sur Google et on a une bibliothèque mondiale. Le problème, c'est qu'on ne vérifie pas les sources. Il y a d'autres problèmes. Donc ça demande encore plus d'accompagnement et d'éducation, certainement. Mais il faut vivre avec son temps, quoi. Est-ce que vous pourriez me conseiller un livre que vous avez lu récemment ? C'est une bonne question, ça. Une recommandation de lecture de François Grosdidier. Ça peut tout être un essai, un roman, un auteur qui vous a particulièrement emballé ces derniers mois. Il y en a trop ou il y en a pas assez ? Non, je vais vous dire, c'est pas qu'il y en a trop ou pas assez. Je me suis rendu compte que pendant tout le temps où je cumulais les fonctions de maire et de sénateur, ce qui avait un immense avantage, la connaissance du terrain quand j'étais au Parlement, je n'avais plus le temps de lire que des études ou des essais directement liés à mon activité politique. Et j'ai entassé plein de bouquins dès que je dirais que le jour de ma retraite. Et alors depuis que je ne cumule plus, je suis mis à lire, mais j'ai honte de le dire, à part ce que je continue à lire de plus professionnel, eh bien je me suis tapé toutes les BD
que j'avais accumulé. Mais pourquoi vous avez honte de le dire et que j'avais accumulé et que je n'avais même les derniers Corto Maltese, Black et Mortimer, et que je n'avais pas eu le temps de lire. Je suis tout enfilé. C'est vachement bien. Ça c'est un vrai plaisir. Black et Mortimer, Corto Maltese, lisez des BD. C'est une recommandation de François Grosdidier. Allez-y. Allez, dernière question. Qu'est-ce que vous ferez après la politique, après plus de 30 ans de carrière? Du bateau, de la voile. Et pour être franc, quand j'avais 20 ans, je me disais, quand j'aurai 50 ans, je serai déjà vieux encore en forme, je retraiterai tout et je ferai le tour du monde à la voile. J'espère pouvoir le faire un jour, mais à 50 ans, je ne pouvais pas encore arrêter, mais j'espère bien le faire un jour. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. François Grosdidier, merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité, merci d'avoir répondu à toutes ces questions avec beaucoup de franchise. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, ce sera donc Hugo qui recevra Joël Labbé, votre collègue sénateur de sensibilité écologiste. Vous avez une question à poser à Joël Labbé ? Non, je vais simplement dire qu'il faut continuer à travailler ensemble, comme on l'avait fait par exemple contre les non-nicotinoïdes pour protéger les abeilles. Voilà, très bien, merci beaucoup François Grosdidier, merci beaucoup à vous, merci à Public Sénat et à leurs équipes, merci beaucoup aux équipes de gaming, merci beaucoup aux équipes d'Acropolis, notamment à Perceval et à Sylvain. Je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt, ciao.